Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de échecs et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Donc aujourd'hui nous vous présentons une partie que peu de monde connaîtra, je pense. C'est une partie jouée par le grand maître géorgien Zviad Izoria face au grand maître roumain Constantin Lupulescu. C'est une partie qui a été jouée au championnat d'Europe cadet en 2001. Et la raison pour laquelle je connais particulièrement cette partie, c'est que Zviad est l'une des personnes que j'ai rencontrées en jouant certains championnats d'Europe et du monde dans les catégories juniors. Et donc c'est Zviad lui-même qui m'avait parlé de cette partie en me disant qu'il en était relativement fier. Et donc on a décidé avec Romu que ça valait le coup de vous partager cette fameuse partie. Alors on va la regarder en entier parce qu'elle est particulièrement instructive à différents points de vue. Et comme d'habitude sur cette chaîne, régulièrement on vous conseillera de mettre la vidéo en pause et de réfléchir par vous-même pour essayer de trouver dans quelle direction Zviad a joué, tout simplement. Alors on y va Romu, si t'es prêt? Allez, c'est parti. Donc ça commence par C4, une anglaise. Bon, les premiers coups, on va passer assez vite, je pense, parce que c'est du classique. Les noirs décident de jouer D5, donc une des façons naturelles de jouer. Les blancs jouent G3, ce qui est souvent dans l'anglaise la façon de développer le fou pour exercer une pression sur la grande diagonale et sur la case D5 où il y a eu un échange de pions. Les noirs jouent G6, pareil, ils veulent contrôler le centre, donc cavalier B6, bon, c'est assez classique, normal, on va dire. D3, G7, cavalier F3, cavalier C6, Tiroc. C'est vrai que jusque-là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est du très classique si vous connaissez l'anglaise. Que dire d'autre, si ce n'est que pour l'instant, les deux joueurs, je pense, étaient en terrain connu, probablement. Oui, certainement, je pense qu'ils ont dû réciter assez rapidement. Fou E3, donc c'est peut-être le premier coup sur lequel on peut s'attarder un peu. En fait, on voit par la structure de pion que les noirs ont un avant-poste en D4. Et donc l'intérêt des noirs va être d'occuper cet avant-poste avec un cavalier, c'est ce qui est la coutume. Et donc les blancs développent le fou en E3 de façon à essayer de contrôler cette case. Donc, sans trop de surprise, les noirs continuent par E5. Donc justement Je me permets juste, par la même occasion qu'ils défendent D4, on peut dire aussi que les blancs placent leurs deux fous de façon agressive vers l'aile dame, parce que traditionnellement, dans l'anglaise, on va essayer d'attaquer sur l'aile dame, donc c'est vrai que c'est un coup multifonction, quoi. À la fois, ils défendent D4 et ils se préparent à attaquer la case C5 et l'aile dame en général. Oui, tout à fait. Ok. Donc E5, justement, c'est destiné à exploiter ce fameux avant-poste, parce que, bon, je suppose qu'on le travaillera dans différentes vidéos, mais lorsque les noirs vont s'installer en D4, ce qu'ils souhaitent finalement, c'est qu'un échange ait lieu sur la case D4 pour pouvoir reprendre avec le pion, et ainsi, par la suite, avoir une cible, on va dire, sous la forme du pion E2. Alors, c'est pas l'objet de notre vidéo, mais c'est bien de comprendre quand même pour quelle stratégie jouent les noirs, on va dire. Donc tour C1, on place les tours sur les colonnes ouvertes et de façon à exercer toujours une pression sur l'aile dame, sur la colonne C. Cavalier D4 sans surprise. Et là, cavalier E4. Donc l'idée de ce coup est certainement déjà d'ouvrir la tour C1 et en même temps de viser la case C5 sur laquelle le cavalier pourra exercer une pression sur l'aile dame et sur le pion B7 en coordination avec le fou G2 notamment si la diagonale s'ouvre. Oui, tout à fait. Ouais. Et on peut dire que l'anglaise, c'est souvent une sicilienne inversée, en tout cas dans ces versions-là. Et aussi bien dans la sicilienne avec la case C4 que dans l'anglaise ouverte, on pourrait appeler ça peut-être, avec la case C5, voilà, c'est traditionnellement un endroit où les noirs dans la sicilienne et les blancs dans l'anglaise veulent installer leur cavalier. Donc là, Lupulescu a décidé de remettre en jeu son cavalier B6 qui avait été chassé quelques coups avant, et il a décidé pour ça de jouer cavalier D5 et tout simplement de menacer la prise du fou E3 pour casser la structure, gagner la paire de fous et ainsi de suite. Bon, je pense que c'est peut-être le premier moment où les gens qui regardent cette vidéo pourraient se mettre à réfléchir par eux-mêmes, parce que le prochain coup de Zviad Izoria est
je pense, assez instructif. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puisque, donc, comme tu l'as dit, là, les noirs menacent de capturer le fou, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas permettre avec les blancs. Et on voit que ce fou, en fait, a deux cases, la case D2 et la case G5. Donc, Isoria, dans cette position, a choisi de jouer fou G5. Alors, ça peut peut-être surprendre au premier abord, puisque on se dit il y a F6 et le fou doit repartir, mais justement, c'est ce qu'il cherche à provoquer. Parce que, bon, là, la dame est attaquée, on voit pas trop de cases attrayantes pour la dame D7 ou dame E8, ça donne pas spécialement envie pour les noirs. Donc F6 est quasiment forcé. Oui, je pense que c'est forcé d'ailleurs parce que jouer fou F6, ça ne va pas du tout parce que cavalier prend F6. Cavalier F6, on perd le pion E5. Et cavalier E7, il va simplement y avoir cavalier F6 ou fou F6 et ça y est, l'invasion commence, quoi. Donc F6 est clairement forcé, oui. Mm-hmm. Et c'est une très bonne nouvelle pour les blancs. Et c'est un peu le point de départ de ce qui va suivre dans la partie, c'est que les cases blanches et notamment la diagonale A2G8 a été affaiblie. Donc pour l'instant, ça a l'air insignifiant et on voit pas trop comment exploiter ça, mais on va voir que rapidement les noirs vont avoir des soucis sur cette diagonale. Donc fou D2. Voilà, le fou rentre à la maison. Et maintenant, on a envie de dire, c'est le drame. Enfin, quand on connaît la partie, on sait que c'est le moment du drame. Mais quand on découvre cette partie, peut-être que c'est pas si évident que ça. Donc ici, Lupulescu, on peut dire, je pense qu'il a fait une énorme erreur. Surtout, on peut annoncer ce qu'il aurait dû jouer au lieu de ce qu'il a joué. Probablement, le coup C7, C6 était très naturel, on va dire. Peut-être roi H8 aussi pour s'enlever de la diagonale. En tout cas, le coup qu'il a décidé de jouer, le coup B7, B6, est un mauvais coup. Bon, on vous l'a déjà dit. Maintenant, c'est probablement le moment où vous devriez mettre en pause cette vidéo et vous demander pourquoi le coup B6 pourrait être une faute, et ensuite seulement se demander comment exploiter cette fameuse erreur. Donc on identifie les différents signaux qui nous sont envoyés par cette position et on essaie de trouver des variantes qui vont nous permettre d'exploiter cette erreur finalement. Oui, tout à fait, puisque en fait, nous on connaît la fin du film, donc c'est plus facile de critiquer le coup B6, mais en fait, il faut souligner quand même que le coup B6 est un coup ambitieux, parce que le rêve des Noirs est de placer le pion en C5, de renforcer le contrôle de la case D4, en même temps, le pion C5 annule un peu l'action de la tour sur la colonne C, et si les Noirs arrivent à faire C5, développer le fou de case blanche, je sais pas, en B7 certainement, ça a l'air naturel. Un coup de dame pour lier les tours, les noirs vont quand même obtenir un bel avantage d'espace, une belle occupation de l'avant-poste, et on voit pas trop de plans actifs pour les blancs. Donc, il faut sentir ici avec les blancs qu'il faut faire quelque chose. Parce que les noirs menacent juste d'être mieux dans les 2-3 prochains coups si rien ne se passe. Donc, comme souvent on vous le dit, on a compris l'idée des noirs, maintenant il faut essayer de comprendre l'inconvénient de ce coup. Et l'inconvénient, il est assez clair, ça affaiblit les cases blanches. Une nouvelle diagonale blanche finalement qui est offerte aux blancs. Faut pas oublier qu'il y avait déjà cette diagonale-là qui nous tendait les bras. Et donc, une fois qu'on a tracé d'ailleurs ces deux belles diagonales, on peut avoir un indice de ce qui pourrait nous intéresser. Voilà. N'oubliez pas quand même que lorsque vous avez repéré que votre adversaire a fait une erreur, il est peut-être obligatoire d'en profiter immédiatement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien expliqué Romu, B6 n'est pas joué dans l'optique de perdre la partie. B6 est joué avec un plan vraiment intéressant, C5 et ainsi de suite. Et donc, si vous ne réfutez pas le coup B6, ce coup B6, au lieu d'être une gaffe, une grosse erreur, va devenir finalement un bon coup et va peut-être même être la base de la stratégie gagnante pour les noirs. Donc non seulement il faut réagir, mais même on en a l'obligation. Alors Romu, comment ça s'est passé alors ? Donc comme on l'a dit, il faut réagir de manière assez dynamique, il faut changer le caractère de la position. Et quels sont les coups qui peuvent changer le caractère de la position ? Souvent on regarde les échanges de pièces.
On a souligné que l'inconvénient majeur du coup B6 était l'affaiblissement des cases blanches, donc on a envie d'utiliser naturellement le fou G2 et d'agrandir un peu son champ d'action. Donc le premier coup est assez simple, on va dire, c'est cavalier prend D4, ou en tout cas c'est un coup qui peut venir à l'esprit. Alors il faut bien comprendre que cet échange c'est une décision assez concrète, parce que normalement on l'a expliqué tout à l'heure quand on a parlé de la notion de l'avant-poste. L'idée des noirs quand on s'installe sur un avant-poste, c'est justement de provoquer cet échange pour ouvrir la colonne voisine, donc la colonne E, pour ensuite taper sur le pion arriéré. Donc sur le long terme, cet échange favorise plutôt les noirs. Donc comme on l'a répété déjà plusieurs fois, il s'agit de prendre des mesures dynamiques avec les blancs et donc d'agir concrètement et rapidement. Donc après cavalier prend D4, il faut absolument avoir une idée concrète derrière, parce que sinon, ça peut se transformer encore une fois en une bonne nouvelle pour les noirs. Tout à fait. Donc, du coup, pour souligner, oui. Non seulement on a ouvert la diagonale, mais en plus on a éliminé le défenseur de la case B3, puisque on a envie d'exploiter cette diagonale. Donc justement, on met encore une fois l'accent sur le contrôle des cases blanches, et la dame arrive pour faire cette mission, et donc dame B3 qui commence à montrer les tactiques futures qui vont apparaître, puisque le cavalier D5 se retrouve cloué, le fou G2 commence à se frotter les mains et il est prêt à bondir, et la tour A8 en ligne de mire, le roi G8, tous les ingrédients sont réunis pour que ça explose assez rapidement. Et au milieu de tout ça, un cavalier D5 qui n'est pas suffisamment défendu, ou en tout cas défendu de façon un peu légère, on va dire. Donc là, la menace, tout simplement, c'est de découvrir l'action du fou G2 et par exemple de jouer cavalier prend F6. Il y a probablement d'autres coups très concrets pour profiter de ce double clouage du cavalier D5, mais voilà, immédiatement, si les blancs pouvaient jouer cavalier prend F6, ça gagnerait au moins du matériel et probablement même la partie. Donc, les noirs doivent réagir face à ça. Il faut défendre le cavalier, il n'y a pas le choix. Si on essaie seulement, entre guillemets, d'enlever notre roi, ça change absolument rien. Il y a toujours cavalier prend F6. Le cavalier est cloué par le fou G2 et donc, par exemple, après dame prend F6, dame prend D5, on a gagné un pion, on a toujours une meilleure position, on attaque la tour A8, on presse le pion C7, bref, c'est terminé. L'autre tentative possible, après dame B3, c'était fou B7. Alors, comment tu pourrais, Romu, nous donner une astuce pour trouver le prochain coup des blancs? Il faut continuer, il faut être persévérant. On a décidé d'attaquer les cases blanches. Donc on comprend qu'on a tout fait pour ça. Le fou G2 et la dame B3 se coordonnent parfaitement. Et avec le dernier coup de noir, donc fou B7, les noirs espèrent colmater un peu les trous sur case blanche. Donc soit on cherche à attaquer le cavalier D5 une fois de plus, soit on essaye d'attaquer les défenseurs de ce cavalier. Donc là, en l'occurrence, le fou B7. Donc on cherche les coups qui pourraient chatouiller ce fou. Et si on fait un peu l'effort de chercher ce type de coup, on va très vite arriver à la conclusion que cavalier C5. Voilà, en exploitant le clouage. Et le coup. Cavalier C5. Voilà. Un coup qu'il fallait avoir vu avant de jouer cavalier prend D4, évidemment. Là, on est en train de montrer la partie, mais vous vous doutez bien que Zviad n'a pas joué ça au coup par coup. Il a essayé de calculer longtemps à l'avance, et notamment encore un petit peu plus loin. Donc après cavalier C5, on exploite le fait que B6 soit cloué, tout simplement. Alors, B prend C5, dame prend B7, c'est peut-être le moindre mal dans la position, mais ça fait pas envie quand même. Le cavalier D5 est attaqué, la tour A8 est attaquée, le pion C5... On a renforcé le contrôle des cases blanches, puisqu'on a échangé le cavalier qui n'attaquait pas forcément les cases blanches contre le fou et le fou B7 qui défendait. Donc là, on voit que le fou G2 maintenant va rayonner et c'est clair avantage. Ouais, c'est clair. Du coup, si on ne veut pas se faire prendre le fou, en tout cas si on a l'illusion de ne pas se faire prendre le fou avec fou C6, on se met le doigt dans l'œil évidemment, puisqu'après cavalier prend E6, tout s'effondre. J'ai envie de dire, c'est pas seulement une fourchette entre la dame et la tour, puisque bien entendu après dame D7, on va prendre ici, et on a gagné une qualité, mais
évidemment, on reste sur l'idée que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il faut éliminer le défenseur de la couleur qu'on est en train d'attaquer, et donc évidemment, après tour prend C6, tout s'effondre et les noirs peuvent abandonner. Donc finalement, après Dame B3, les noirs n'ont déjà plus beaucoup de choix, en tout cas les premiers coups candidats qu'on envisage ont l'air d'être perdants. Je pense que Lupulescu avait anticipé ce cavalier prend D4 suivi de Dame B3 et il a dû penser qu'après Fou E6, voilà le coup qu'il a joué dans la partie, il a dû penser qu'après Fou E6, il n'y avait rien de mal et voire même peut-être qu'il pouvait espérer prendre l'avantage grâce à son pion sur D4. Alors comment ça s'est passé ? Là, oui, évidemment, comme tu viens de le dire, si les noirs ne se font pas réfuter très rapidement, ils vont obtenir une position très confortable, parce que le fou en E6, il défend bien le cavalier D5, mais aussi il y a la dame B3 dans le viseur, donc on peut imaginer, je sais pas, un cavalier F4 par exemple, découvert pour résoudre tous les problèmes et même peut-être en poser au blanc. Donc il faut encore une fois jouer de manière dynamique, à savoir donc tout à l'heure on a vu les échanges de pièces et qui était un des types de coups dynamiques, mais aussi les menaces, faire des menaces, essayer de s'emparer de l'initiative, de conserver l'initiative, de façon à pas laisser l'adversaire consolider sa position et donc profiter de son avantage sur le long terme. Donc là, les coups qui font des menaces et qui visent toujours à prendre le contrôle des cases blanches, il n'y en a pas tant que ça en fait, et le coup qui vient à l'esprit et qui souligne parfaitement l'inconvénient majeur du coup B6, c'est tour C6. Tout à fait. Qui est une autre façon d'exploiter la faiblesse des cases blanches. On a beaucoup parlé de ligne ouverte et de diagonale, mais parfois au sein de cette diagonale, vous pouvez avoir une case en particulier, une case forte, comme ici la case C6, et j'ai envie de dire, Isoria joint l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que non seulement il attaque le fou, le fameux défenseur, mais aussi il bloque le pion C7, dont on sait que Lupulescu ambitionnait de le mettre sur C5 pour construire une chaîne de pions solide et prendre énormément d'espace. Donc, oui, c'est le coup parfait. Exactement. Il continue son idée tout en empêchant celle de son adversaire. Donc on sent qu'il est en train de prendre le dessus. Mais quand même, la position reste pas si évidente parce que, alors le prochain coup des noirs, on va le voir, c'est fou F7. Il y avait peut-être d'autres alternatives qu'on va développer, mais après fou F7, il faut quand même continuer l'idée parce que les noirs ont quand même des possibilités pour dégager la tour C6, notamment avec par exemple le coup cavalier E7 pour dégager cette tour qui nous embête un peu, et ensuite pousser le pion en C5 et comme on l'a dit tout à l'heure, et en fait obtenir une position tout à fait acceptable, voire même très agréable. Ouais, d'autant que la dame reste dans le viseur du fou F7. Et cette tour C6 est bien placée, mais si elle se fait chasser et qu'ensuite les noirs ont C5, effectivement, tout va bien. Alors d'abord, essayons de comprendre pourquoi fou F7 est le seul coup dans cette position. L'autre coup naturel aurait été dame D7. On se dit, je protège mon fou, je relie mes tours, j'attaque la tour sur C6. Ça a l'air d'être un coup naturel. Pourtant, pour un joueur expérimenté, c'est relativement simple, je pense, de se douter que ça ne va pas. Parce que lorsqu'il y a le feu sur une couleur, on ne veut surtout pas permettre l'échange de notre fou de cette même couleur. Les cases blanches sont faibles. Si les noirs n'ont même plus un fou sur ces cases blanches, alors probablement tout va s'effondrer. Donc, le sacrifice de qualité ici, j'ai envie de dire, on doit y penser. C'est très naturel. Voilà. C'est la main qui joue là. Oui. Exactement. On peut même pas appeler ça un sacrifice finalement. Il va tout récupérer avec bénéfice, je pense. Donc dame prend E6, et là il suffit de faire une découverte avec le cavalier menaçante, donc cavalier G5, ou C5, le coup le plus fort. Bon, on va dire cavalier G5, attaque la dame et ouvre la diagonale du fou G2 qui menace de prendre le cavalier D5. Là, je pense que c'est complètement terminé. Donc, pion prend G5, évidemment, fou prend D5, gagne la dame. Ouais, donc dame prend E2 pourrait être une idée. Dame prend E2, mais fou prend D5, échec, roi H8. Là, simplement, on recule le cavalier en F3. Ouais, on menace de gagner la dame. On continue d'attaquer la tour. On va finir avec beaucoup de matériel d'avance. Hein. Ouais, tout à fait. Tout simplement. Tout à fait. Ok. Donc,
On vient d'expliquer pourquoi fou F7 finalement était forcé. Hein. On voit que Dame D7 perd en ligne finalement. Et on arrive à la position clé de cette partie. Voilà, la position centrale de la partie, dans la mesure où si Isoria n'avait pas vu ce coup à l'avance, il aurait probablement dû jouer différemment. Donc, mettez en pause la vidéo, là vraiment c'est important, et demandez-vous quel est le coup qui assure, on va dire, définitivement l'avantage pour les blancs. Oui, donc dans cette position, il fallait anticiper en fait tout ce qui va suivre, parce que comme on l'a dit, si on s'arrête ici et qu'on n'obtient pas quelque chose de concret dans cette position avec les blancs, en fait les noirs vont prendre l'avantage en chassant la tour et en mettant le pion sur C5. Donc il faut encore une fois ne pas s'arrêter, être têtu. C'est une qualité essentielle quand on calcule. Faut pas s'arrêter à la première difficulté et essayer de persévérer. Et si on est convaincu, et là je pense que c'était le cas d'Isoria dans la partie, qu'il y a quelque chose qui existe dans cette position, il faut passer le temps nécessaire pour trouver la réfutation. Donc là, on a bien compris que les cases blanches étaient faibles et il fallait absolument exploiter ça. Donc, on l'a expliqué un peu tout à l'heure, on essaie soit d'attaquer le cavalier en D5, puisque c'est lui qui est dans le viseur des pièces blanches, soit d'attaquer ou d'empêcher les pièces noires de défendre ce cavalier. Donc, quelles sont les pièces qui défendent le cavalier D5 ? Le fou F7 et la dame D8. Donc, par le superbe coup d'interception cavalier D6. Magnifique. Ouais, c'est la pointe tactique qu'il avait dû prévoir en jouant cavalier prend D4 il y a déjà 4-5 coups. On va remontrer peut-être justement cette fameuse position critique lorsque Lupulescu a joué B6. Donc, Zviad, la première fois qu'il m'a montré cette partie, il m'a expliqué comment ça s'était passé dans sa tête finalement, et c'est ça qui nous intéresse. Il a compris immédiatement que quelque chose clochait. Donc ça, c'est évidemment une grande qualité des grands champions. Ils ne sont pas seulement en train de réciter leur ouverture, ils sont aussi attentifs à ce qui se passe. Ils ne sont pas en train de faire de la récitation. Donc quand il a senti que quelque chose n'allait pas dans le coup B6, il s'est demandé d'une part ce qui clochait, et d'autre part comment en profiter. Et donc, avant de jouer cavalier prend D4, il avait vu cette fameuse pointe de cavalier D6. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'il a vu immédiatement. C'était pas quelque chose de travailler à la maison, en tout cas, ça c'est sûr. Je pense pas qu'on travaille un coup comme B6 à l'entraînement, normalement, parce que c'est pas très naturel. Mais en tout cas, il avait anticipé à ce moment-là. Vous pouvez pas vous lancer dans la ligne cavalier prend D4, dame B3 et tour C6 si vous n'avez pas vu cavalier D6. Tout simplement parce que, Romu vous l'a rappelé il y a un instant, si les noirs peuvent chasser la tour par cavalier E7, alors tout va s'effondrer, toute notre stratégie va s'effondrer avec les blancs. Donc il fallait avoir vu depuis cette position la fameuse pointe ici, cavalier D6. Alors tu vas nous expliquer, Romu, je pense, pourquoi c'est si fort ce cavalier D6. Donc tout d'abord, ça coupe l'action de la dame D8, qui ne défend plus le cavalier D5, et par la même occasion, ça attaque le défenseur du fou F7. Donc c'est exactement ce que l'on disait il y a quelques secondes. C'est le cavalier D5 est toujours la cible numéro 1 des blancs, et donc on empêche les noirs de la défendre par la dame, et on attaque le deuxième défenseur, qui est le fou F7. Donc là, quels sont les choix possibles dans cette position pour les noirs ? Peut-être que les noirs pourraient continuer leur idée, jouer cavalier E7 finalement. Oui. Donc la partie, c'est bien sûr la prise du cavalier, mais on peut imaginer effectivement qu'est-ce qui se passe sur le coup de retrait cavalier E7 qui est attaqué, ce cavalier, et en même temps il recule et il attaque la tour C6. Mais là, le truc, c'est que on prend forcément le fou F7, qui est le défenseur des cases blanches, on prend, et là, la petite tactique assez simple, tour prend C7, qui gagne au moins un pion, après dame prend et fou prend A8. Donc là, on voit que les blancs ont gagné un pion, les cases blanches sont désespérément faibles chez les noirs. Ouais, la tour va débarquer sur C1, on sent que tout va mal. La tour F7...
c'est le cauchemar. Finalement, dans cette position, avoir un pion de moins, c'est quasiment... C'est le moindre mal. Voilà, c'est la moindre mauvaise chose. Nouvelle. Exactement, ouais. C'est vraiment la cata pour lui. Donc, Ouais. cavalier E7, c'était ce que les noirs avaient planifié, mais le premier élément de cavalier D6, c'est que finalement, ça anticipe la menace de l'adversaire, quoi. Ouais. Ok. Donc, deuxième idée... Ouais, tout à fait. Deuxième idée, ce serait d'enlever le fou, puisque... depuis quelques temps, on comprend bien que les blancs sont partis à la chasse au fou. Donc, qu'est-ce qui se passe sur fou E6 ? Donc là, le cavalier, le fou se soustrait à l'attaque du cavalier D6, et du coup, le cavalier D6 se retrouve attaqué. Et il faut continuer de manière énergique en harcelant les pièces qui défendent le cavalier D5. Et donc le coup un peu rigolo, c'est cavalier B7. Ouais. On met le cavalier en fianchetto finalement. En fianchetto dans le camp de l'adversaire, ça arrive pas tous les jours. Donc l'idée, c'est bien sûr d'attaquer la dame qui doit rester à la défense du cavalier D5. Donc le coup est forcé, c'est dame D7. Et là, comme on l'a déjà vu au moins une fois, mais peut-être plus, le thème tactique réapparaît, c'est tour prend E6 qui élimine le fou E6 et ramasse le cavalier D5 avec un gain immédiat. Exactement. Donc finalement, les noirs n'ont pas le choix sur le cavalier D6. Il faut accepter le cadeau. Cadeau empoisonné, mais... Donc pion prend D6. Pion prend D6 et fou prend D5. Okay. Donc là, c'est peut-être le moment, on n'a rien gagné, mais c'est le moment de faire un nouveau jugement de la position. Voilà, exactement. Donc on n'a rien gagné, mais on a quand même ouvert pas mal la position pour, notamment pour le fou D5. Le pion D4 les pions D4 et D6 sont doublés, donc sur le long terme, on peut imaginer qu'ils seront faibles. La colonne C ouverte est aux mains des blancs, ils sont prêts à doubler si nécessaire pour accentuer ce contrôle. Et surtout, on ne voit pas d'idée de contre-jeu chez les noirs. Ouais, les noirs sont ultra passifs, et même leur roi est faible finalement. Oui, bien sûr. Sur le long terme, notamment si on double sur la colonne C, on voit que la tour peut apparaître sur la case C7, et conjugué à l'action du fou en D5 et de la dame B3, ça peut donner lieu encore une fois à des tactiques. Tout à fait. Ouais. Donc là, il a joué dame E7. Ouais, pour attaquer le pion E2. Bon, ça semble un coup naturel, on peut pas critiquer dame E7, ça défend le fou F7, ça attaque E2, ça lie les tours. Bon, c'est quand même un coup naturel. Et donc là, il pose une question au blanc en attaquant le pion E2. Donc ici, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on défend le pion E2 avec fou F3 fou F3 c'est pas possible, pardon, j'adoube. Avec tour 1, ce serait dommage de gâcher une si belle partie en donnant la dame. Est-ce qu'on défend ce pion ou est-ce qu'au contraire on n'attache pas vraiment d'importance au matériel et on continue de manière énergique à développer l'initiative et à s'en prendre au roi noir? Bon, je crois que la réponse est dans la question, c'est-à-dire que est-ce que je choisis de défendre passivement un pion ou est-ce que je choisis de développer mon attaque, de développer mon initiative et d'exploiter mes pièces qui sont plus actives? Bon, je crois que dans la balance, il y a quelque chose qui pèse bien plus lourd que l'autre. Évidemment, il faut favoriser lorsque c'est possible, c'est-à-dire très très souvent, l'activité des pièces. Et là, on comprend bien que le pion E2 ne va pas être l'alpha et l'oméga de cette position. Donc, bien sûr, j'ai envie de dire, il faut jouer tour FC1, jouer pour maintenir l'initiative, développer l'initiative, créer des menaces. Et ce n'est pas aux blancs de défendre finalement, hein. C'est eux qui ont la partie en main, donc ce sont eux qui doivent provoquer un maximum de menaces. Et traditionnellement, lorsqu'on maintient justement un certain degré d'activité, on se rend compte que la tactique, lorsque notre position est favorable, la tactique finit par nous être favorable elle aussi. Donc ici, il y a une petite variante pas très complexe, je pense que tous les gens qui regardent cette vidéo l'auront trouvé. Mais après dame prend E2, on peut exploiter la faiblesse du roi noir, mais aussi le contrôle absolu des lignes les plus importantes de l'échiquier, hein, de la diagonale A2 G8 à la colonne C.
Donc simplement. La dame s'éloigne de son roi surtout. Aussi, ouais. Donc du coup, ça libère des cases pour les pièces blanches. Et après, fou prend F7, tour prend F7, tour C8. Échec. Tour prend C8 est forcé. C'est forcé. La tour F7 étant clouée, il n'y a pas de choix, il faut faire fou F8. Et maintenant on fait intervenir la troisième pièce qui ne participait pas à l'attaque, à savoir le fou. Voilà. Et donc après fou H6, tout est cloué. Un échec de consolation en E1, mais après roi G2, c'est la fin. On menace tour prend F8 mat, qui est quasiment imparable a priori. Il n'y a pas d'idée de perpète avec dame 4 ou quoi que ce soit. Tout est couvert. Notre roi est en sécurité. Bon, c'est la position parfaite. Hein. Tout va bien pour les blancs. Il n'y a pas un seul nuage noir à l'horizon. Donc ça gagne facilement. Alors, puisque la menace est tour C7 et qu'on comprend bien que le fou F7 est particulièrement sous pression, les noirs ont décidé d'alléger un petit peu cette pression avec fou prend D5, dame prend D5 échec et roi H8. Et à nouveau, on peut se poser des questions. Est-ce que je dois défendre E2 ? Est-ce que je dois prendre en D4 ? Est-ce que je dois prendre en D6 ? Est-ce que je dois faire encore autre chose ? Qu'est-ce que tu conseillerais à nos followers, Romu ? Je conseillerais de revenir 2 minutes en arrière dans la vidéo et d'écouter bien ce que tu as expliqué tout à l'heure, à savoir favoriser l'initiative. Ici, ça serait vraiment un dommage de reculer les pièces et pour défendre le pion E2, on perdrait l'initiative et l'initiative doit être placée au-dessus de tout. C'est le plus important aux échecs. Le but du jeu, c'est faire mat, c'est attaquer, c'est faire des menaces, c'est pas défendre le pion E2. Donc on va pas défendre ce pion. On va continuer à faire des menaces et attaquer ce que l'on peut attaquer. Donc, si je comprends bien, on va pas prendre D4 ou D6 non plus alors. Non, puisque le matériel n'est pas nécessaire. En fait, ici, si on prend D4, le truc important, c'est qu'il n'y a pas de menace. Les noirs peuvent essentiellement prendre E2, j'imagine, et on a échangé D4 contre E2, et on voit pas trop ce que ça a apporté d'avoir pris ce pion en D4. Pareil pour D6 d'ailleurs, si on prend D6, probablement dame prend E2, et on a échangé un pion faible contre notre pion E2, le fou D2 se retrouverait attaqué, et du coup on est obligé encore une fois de parer la menace adverse, qui est quand même pas l'idée. Donc ici il faut plutôt chercher à faire des menaces et essayer de comprendre qu'est-ce qui est faible, qu'est-ce qui peut être attaqué dans la position noire. Et on voit que on a pris le contrôle de la colonne C, donc la case C7 est disponible pour la tour C6, donc pourquoi pas aller sur la 7e rangée, comme tout bon joueur d'échecs qui se respecte, prendre la 7e rangée, c'est rarement une mauvaise idée. Donc c'est ce qu'il a fait, bien évidemment. Dame prend E2. Et là, je pense que à nouveau, on va conseiller de mettre en pause. Une petite pause, parce que il y a des choix tentants. Et qui dit choix dit possibilité d'erreur. Voilà, c'est ça. Il faut pas rater le virage ici. Il y a deux possibilités qui viennent à l'esprit. Les deux sont spectaculaires, mais qu'une seule est correcte. Une est vraiment pas bonne. Donc peut-être on commence par la mauvaise. Ouais. Donc le coup qui certainement vous est venu à l'esprit, c'est dame prend tour à 8. Ok, donc on sacrifie pour la 8e. Voilà. On voit que le roi noir est dans le coin, et donc en supprimant un défenseur de la 8e rangée, on se dit qu'après tour C8, échec, on se dit les noirs vont prendre la tour en C8, on va récupérer cette tour, et les noirs vont être obligés de jouer fou F8, et là, le coup de grâce, fou H6, et met fin à la partie. Effectivement, c'est beau, c'est superbe, mais c'est faux. Alors, pourquoi ? Parce qu'aux échecs, on n'est pas obligé de prendre. Eh oui. Et donc là, il y a une autre façon de parer l'échec, c'est d'intercepter l'action de la tour C8, parfois F8. Et là, du coup, on se retrouve un peu embêté parce que les blancs sont plutôt obligés de faire tour prend A8, mais les noirs ramassent le fou des deux en fin de variante. Voilà. Et après tour prend F8, roi G7, les blancs ont 2 tours pour la dame, mais la dame est extrêmement active et puissante. Elle attaque B2, elle attaque la tour C1, elle attaque D3. Si on perd D3, le pion D4 va devenir passé et probablement dangereux.
Et on voit pas trop les tours blanches se coordonner pour s'en prendre au roi noir qui est plutôt en sécurité, il pourra toujours s'échapper vers la case H6. En tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'on est passé d'une position totalement maîtrisée à quelque chose qui est en train de nous échapper, à l'inverse. Ouais, clairement. On a laissé trop de contre-jeu. Le vent a tourné et pas dans le bon les noirs sens. qui pour gagner. Ouais. Donc le deuxième coup qui vient à l'esprit, et ça rappelle donc les commentaires de David Bronstein, qui, pour ceux qui connaissent, est probablement l'un des joueurs de l'histoire, un des plus forts joueurs de l'histoire qui n'est jamais devenu champion du monde, mais qui a écrit un livre qui est considéré comme la Bible du jeu d'échecs. Donc c'est Zurich 53, l'art du combat. Amen. Ouais, voilà, c'est ça. Amen. Qui décrit, qui raconte, qui analyse toutes les parties du tournoi des candidats en 1953. Et dans une des parties, je crois que c'est la première d'ailleurs, il explique que lorsqu'on domine sur une couleur, la punition arrive sur la combinaison finale arrive sur la couleur opposée. Donc là, on a bien compris que depuis 21 coups, on domine sur les cases blanches. On a tout fait pour contrôler les cases blanches et là, c'est assez clair. Et la punition va donc, si on écoute David Bronstein, arriver sur case noire et donc c'est ça. tour prend G7. Le fait de dominer les cases blanches nous permet d'attaquer les cases noires. Exactement. C'est instructif, ouais. Donc tour prend G7. Ouais. Ok. Bon, là, deux possibilités pour les noirs. Soit on prend la tour, soit on prend le fou sur D2. Alors, comme Lupulescu a pris le fou sur D2, on va voir ça après. On commence par roi prend G7. Donc sur roi prend G7, c'est clair qu'on voulait investir la 7e rangée, tour C7 échec, roi H8, et donc comme tu l'as si bien dit, maintenant les cases noires sont l'objet de notre attaque, et après fou H6, on menace mat en G7, tour G8 est le seul coup. Alors on a toujours l'échec de consolation en E1 ou D1, mais ça donne rien, on a déjà vu ça tout à l'heure, et donc après tour G8 et dame F7, le mat est imparable. Ok. Voilà. Alors dévoile-nous... La 7e rangée. La 7e rangée, exactement. Je crois qu'on va en reparler d'ailleurs. Dévoile-nous ce qui s'est passé dans la partie. Après dame prend D2, quelle était l'idée de Zviad? Bon, évidemment, le tour arrive avec force en C7, donc tour C7, double sur la 7e rangée, il menace tour prend H7 mat. Donc ce qui est mieux qu'une tour sur la 7e rangée, ce sont deux tours sur la 7e rangée. Exact. Exactement. D'accord. Donc la menace est quand même grave. Grave, ouais. Et dans la partie, il a fait dame D1 échec, pour se consoler, pour avoir fait un échec dans la partie, mais après roi G2, il a abandonné puisque la menace est quasiment imparable. Mais du coup, ce qui est intéressant, ou ce qui est artistique, on va dire, c'est de voir dame H6. Ce qui est joli, c'est sur dame H6, qui est le seul coup qui défend H7. Là, ce qui est mieux que deux tours sur la 7e rangée, c'est deux tours et une dame sur la 7e rangée. Exactement. Donc, dame B7, et le pur H7 est indéfendable, et le mat va suivre rapidement avec tour G7, tour prend H7, tour G7. Ouais, faites une capture d'écran de cette position, parce que vous n'en verrez pas tous les jours des parties entre deux grands maîtres qui se terminent par 3 pièces lourdes sur la 7e. C'est quand même assez rare. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette partie, Romu? Qu'est-ce qui t'a semblé le plus instructif pour nos viewers? Déjà, on a vu que l'erreur décisive après coup, c'était essentiellement B6. En tout cas, c'est le début des ennuis. Donc, il est très important quand on joue un coup de pion d'avoir en tête que un pion, ça ne recule pas. Donc, quand on avance un pion, nécessairement, inévitablement, on affaiblit des cases. Alors, ça peut être plus ou moins grave. Dans la partie, cela a été vraiment très très grave. Donc ça, c'est le premier truc qu'il faut avoir en tête. Ensuite, ce que j'ai bien aimé dans ce qu'a fait Isoria, c'est qu'il a senti le moment critique. Et ça, c'est très important. Souvent, les problèmes que l'on peut avoir dans nos parties, notamment dans les ouvertures, ouais. Ouais, dans les ouvertures, c'est que on ne sent pas nécessairement ce tournant, et du coup on continue à jouer normalement ou selon une idée qu'on a vue à l'entraînement, et du coup on passe à côté de la réfutation de l'idée adverse. Donc là, c'est ce qu'il a brillamment réfuté. Il a senti que les noirs étaient très ambitieux avec B6 quand même, parce que menace C5 comme on l'a dit, et donc il a joué de manière dynamique de façon à ce que les noirs ne puissent pas consolider
leur position et il a changé complètement le caractère de la position avec l'enchaînement cavalier prend D4 et dame B3. Oui, il est sorti de sa zone de confort finalement, parce que cavalier prend D4, c'est pas un coup souhaitable, et il a compris que pour réfuter l'erreur adverse, il devait lui-même jouer un coup qui n'était pas prévu du tout à l'agenda. Donc il faut faire preuve de souplesse dans les ouvertures, il faut pas être dans le mode de la récitation. Tant que la partie suit ce qu'on avait travaillé à la maison, effectivement, on peut réciter, on doit réciter, mais dès que ça sort des sentiers battus, voilà, on remet notre cerveau en marche et on essaie de comprendre ce qui se passe. Bien sûr. En fait, on apprend des principes qu'on essaye d'appliquer tant bien que mal dans nos parties, mais à un moment, il faut avoir en tête que le jeu d'échecs, c'est un jeu concret. Et il faut calculer, et parfois, il faut oublier les principes, et si concrètement, on voit un coup qui a l'air de fonctionner, de réfuter l'idée adverse, il faut le faire, il ne faut pas se dire, non, c'est contre les principes. Là, l'échange en D4, on l'a répété, c'est normalement 9 fois sur 10, c'est une mauvaise décision de prendre en D4 pour les blancs, mais là, pour réfuter le coup B6, ça passe par cet échange en D4, pour libérer la case B3 pour la dame et exploiter les cases blanches affaiblies par le coup B6. Tout à fait. Ouais. Donc c'est ça que j'ai bien aimé, c'est le jeu concret et son entêtement à exploiter ces cases blanches. Alors bien sûr, il a une force de calcul assez incroyable parce qu'il fallait quand même voir toute la suite jusqu'au joli coup cavalier D6. Donc ça demande un certain niveau et une certaine force de calcul. Mais ça il faut s'entraîner pour ça, évidemment. Toute proportion gardée, quand même, on peut s'inspirer de Zviad en se disant que si on sent que notre jugement est bon, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé immédiatement la clé, pas parce qu'on n'a pas trouvé immédiatement la solution, qu'on doit remettre en cause notre jugement ou qu'on doit passer à une autre idée. Bien sûr, cette partie, elle est là pour illustrer ce genre de choses. Voilà, il fallait avoir calculé jusqu'à tour C6 ou F7, se rendre compte que c'était pas fini parce que cavalier E7 était menaçant, mais voilà, comme m'a dit Zviad vraiment quelques semaines après avoir joué cette partie, il savait qu'il avait raison dans son jugement. C'était pas possible qu'un coup comme B6 soit bon, et donc il a, après avoir regardé d'autres coups probablement naturels, alors je sais pas quels sont les coups qu'il a regardés, il s'est dit, puisque je devrais avoir raison et puisque les coups naturels ne fonctionnent pas, je vais en regarder d'autres. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au coup cavalier D6, qui effectivement est assez monstrueux, 3 ou 4 coups à l'avance, on va dire. Non, mais c'est la tactique au service de la stratégie. On comprend que B6, stratégiquement, c'est affaiblissant et du coup il est, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut être concret, donc il faut calculer concrètement les variantes tactiques, et donc il faut envisager, qui dit tactique dit forcément des coups qui sortent un peu de l'ordinaire, et donc du coup si on est convaincu que les cases blanches ont été trop affaiblies, il faut chercher des coups, comme si c'était un exercice en cours et que votre entraîneur vous dit voilà, il y a quelque chose à trouver, cherche et trouve. Là, je pense qu'il s'est mis en mode entraînement, et il s'est dit ok, il y a forcément quelque chose qui réfute ça, et alors, il a trouvé cavalier D6. Malheureusement pour lui, Zviad ne pouvait pas avoir vu nos vidéos, mais je pense qu'il a réfléchi selon la méthode des signaux dont on a déjà parlé. Hein. Ouais, il y a certains signaux qui doivent nous faire penser que justement c'est le moment de se mettre en mode exercice tactique. Pendant une partie, personne n'est là pour vous dire vas-y, tu dois trouver un gain, c'est le moment de faire de la tactique. Donc c'est au joueur lui-même finalement de se donner le signal, tout simplement. C'est plutôt la position qui envoie un signal en disant ça y est, c'est mûr, il y a trop de choses qui clochent dans la position adverse, et donc tu dois trouver quelque chose de tactique. Donc ce qui, à mon avis, est le deuxième point le plus instructif dans cette partie, c'est la façon dont il a concrétisé ou finalisé son avantage, c'est-à-dire que lorsque l'exploitation des cases blanches, enfin l'exploitation de l'erreur B6 a été acquise, enfin, lorsqu'on est arrivé au bout de cette idée-là, on sait que notre avantage maintenant est définitif. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, il ne faut pas seulement protéger le pion E2. Si ce qui fait notre avantage, c'est d'avoir des pièces plus actives, on ne va pas commencer à défendre un pion inutile. Parfois, c'est obligatoire, mais avant d'en arriver à une telle extrémité de passivité, il faut se demander si on ne pourrait pas maintenir et développer surtout notre initiative. Et c'est comme ça qu'on trouve
des coups comme Tour C1, mais surtout les variantes qui en découlent, avec, bon, juste pour le plaisir des yeux, je vous montre ça quand même, avec notamment ce type d'invasion sur la 7e rangée. Voilà, j'adore cette position, donc je la remets pour votre plaisir, mais pour le mien aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à de telles extrémités. Donc, merci Romu pour cette présentation. Merci à toi également, c'était un plaisir. Ouais. Et on vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos très rapidement. Et si vous souhaitez ne rien rater de nos publications, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite sur le petit bouton. Et on vous dit à très bientôt, À très bientôt. pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Salut.